J'avais 25 ans quand la vie prit un tournant auquel je ne m'attendais pas, un moment où l'indépendance ressemblait plus à un exil qu'à une liberté, quand la ville où je vivais devint trop bruyante et trop chère, et quand je compris que parfois, la seule façon d'avancer est de faire des choix qui, au début, paraissent des défaites. Je venais de perdre mon travail dans une petite agence de marketing, le genre d'endroit où chacun connaît les anniversaires et les secrets des autres, et où je pensais construire une carrière. Mais quand l'entreprise ferma ses portes, je me retrouvais à errer dans des journées trop silencieuses et sans assez d'argent. Et c'est à ce moment que ma mère, inquiète pour mon avenir, me parla d'une amie lointaine qui cherchait quelqu'un pour louer la chambre d'amis dans sa maison, une grande maison un peu ancienne en périphérie de la ville, où les jardins s'étendaient et où les rosiers grimpaient aux clôtures. Et d'abord, j'hésitais, parce que l'idée d'aller vivre chez une femme que je n'avais jamais rencontrée, sans parler du fait qu'elle avait presque le double de mon âge, me paraissait étrange, mais la nécessité a une façon de faire taire l'orgueil. Et ainsi, avec une valise et le reste de mon courage, je pris le train pour traverser la ville et j'arrivai devant sa porte. Elle s'appelait Clara. Elle avait 48 ans, et quand elle ouvrit la porte, je fus surpris car elle n'était pas du tout la logeuse fragile et solitaire que j'avais imaginée, mais plutôt une femme grande et gracieuse, avec des cheveux sombres, striés d'argent, des yeux de la couleur du ciel d'orage, et une voix calme, à la fois douce et autoritaire. Et même si elle portait des vêtements simples, il y avait en elle quelque chose d'indéniablement élégant, quelque chose qui me fit redresser aussitôt ma posture, comme si ma présence même devait mériter son approbation. Elle m'accueillit avec un sourire poli mais réservé, et me fit traverser un couloir rempli de vieux tableaux et de parquets brillants, le genre qui grince doucement sous les pas. Et quand elle me montra la chambre qui serait la mienne, un espace modeste mais lumineux avec une vue sur le jardin, je ressentis à la fois du soulagement et un malaise, comme si je pénétrais dans un monde soigneusement gardé par quelqu'un d'autre, mais je me dis que ce ne serait que temporaire, qu'une fois un nouveau travail trouvé, je partirais, et ainsi je m'installais dans sa maison, emportant mon incertitude comme un sac invisible. Au début, nos échanges furent minimes, juste quelques politesses dans la cuisine ou un bref signe de tête dans le couloir. Et elle semblait se satisfaire de laisser le silence remplir les espaces entre nous. Mais je ne pouvais m'empêcher de la remarquer dans les détails. La façon dont elle glissait ses cheveux derrière son oreille en lisant à la table de la salle à manger. La manière dont ses mains, fines mais fortes, se mouvaient gracieusement lorsqu'elle arrosait les plantes le soir, et le fredonnement discret d'une mélodie qu'elle chantait parfois en cuisinant, un air à la fois mélancolique et apaisant. J'essayais de me concentrer sur ma recherche d'emploi, envoyant des CV et assistant à des entretiens qui n'aboutissaient à rien, mais chaque jour la maison semblait me rapprocher un peu plus de sa présence, jusqu'à ce que nos rythmes commencent à se superposer, comme deux lignes parallèles se rapprochant lentement. Certaines nuits, j'entendais ses pas à l'étage, réguliers et délibérés. Et cela me faisait me sentir moins seule, comme si sa simple existence au-dessus de moi était une forme de protection. Et peu à peu, l'étrangeté de vivre chez elle se transforma en quelque chose d'autre, quelque chose de difficile à nommer, un mélange de curiosité, d'admiration et ce désir silencieux d'être vue. Le tournant arriva un soir de pluie, quand une tempête coupa l'électricité et que la maison plongea dans l'obscurité, à l'exception de la lumière vacillante des bougies que nous avions allumées dans la cuisine. Et tandis que le tonnerre grondait dehors, elle nous servit un verre de vin à chacun et nous nous assîmes face à face autour de la table en bois, les ombres jouant sur son visage, adoucissant ses traits, la rendant presque intemporelle. Et pour la première fois, elle me demanda quels étaient mes rêves, ce que je voulais de la vie. Et je lui dis la vérité, que je me sentais perdue, que je n'étais plus sûre de rien, que j'avais peur de gaspiller ma jeunesse dans l'incertitude. Et elle écouta sans jugement, son regard fixe, ses lèvres dessinant le plus discret et le plus compatissant des sourires. Puis elle parla de sa propre vie,
de ses rêves de voyage jamais réalisés, car elle avait dû rester pour s'occuper de ses parents malades, de sa carrière dans l'enseignement, de ce sentiment qu'il lui manquait toujours quelque chose, et du poids que faisait parfois peser le silence de la maison, et en l'écoutant, sa voix basse et posée. Je compris à quel point il est rare que quelqu'un montre une telle sincérité, à quel point il est fragile et pourtant puissant de partager ses vérités sans phare. Et quelque chose en moi bascula ce soir-là. Comme si la ligne entre locataire et logeuse, entre jeune homme et femme mûre, s'était brouillée dans un espace silencieux mais indéniable. Après cette soirée, nos échanges changèrent, subtilement d'abord, comme des fils tissant un nouveau tissu. Elle préparait du café en plus le matin et me laissait une tasse sur le comptoir. Je l'aidais à porter ses courses ou à réparer une charnière grinçante, et dans ces petites choses naquit une intimité tranquille, de celles qui n'ont pas besoin de déclarations, mais vivent dans les gestes, les regards, la proximité d'une autre présence. Je commençais à remarquer la manière dont son rire, rare mais sincère, remplissait la cuisine comme un rayon de soleil. Et elle semblait remarquer comment je la regardais, même si aucun de nous n'en parlait, et le silence devint chargé, une sorte de langage à part entière. Un après-midi, en l'aidant au jardin, nos mains se frôlèrent en même temps sur le sécateur, et bien que ce contact ne durât qu'une seconde, il sembla être une conversation entière, mon pouls s'accélérant, ses yeux croisant les miens avec une chaleur indéchiffrable. Et je sus à cet instant que nous étions tous les deux conscients du courant qui passait entre nous, un courant que nous ne pouvions plus ignorer. Les jours s'étirèrent, nous rapprochant à chaque fois un peu plus, jusqu'à ce que même les routines les plus simples, partager un dîner, faire la vaisselle côte à côte, se croiser dans le couloir, soient imprégnées de tension, comme si les murs de la maison étaient témoins d'un secret en train de naître. Il y eut des nuits où je restais éveillée à revivre le souvenir de son sourire, le bruit de ses pas, la sensation de sa main contre la mienne, et je me demandais si elle aussi, dans sa chambre au-dessus, ne restait pas éveillée, hantée par les mêmes pensées. La réponse vint un soir où, après une longue journée, je la trouvai assise seule sur le porche, le crépuscule dorant son visage, et quand je m'assis près d'elle, elle ne s'éloigna pas, ne se protégea pas derrière une distance polie, mais soupira doucement et dit, presque pour elle-même, que parfois elle aimerait pouvoir remonter le temps, que parfois elle rêvait d'être à nouveau imprudente. Et avant même de réfléchir, je lui répondis qu'elle n'avait pas besoin de remonter le temps, car elle était déjà plus captivante, plus vivante que quiconque je n'avais jamais rencontré. Et le silence qui suivit fut si lourd que j'entendais battre mon cœur, jusqu'à ce qu'elle se tourne vers moi, ses yeux cherchant les miens, et à cet instant les mots devinrent inutiles. Je me penchai légèrement, à la fois effrayée et attirée par quelque chose de plus fort que la peur, et comme elle ne s'éloigna pas, comme ses lèvres esquissèrent le plus discret des sourires, je réduisis la distance, et notre premier baiser ne fut ni pressé ni désespéré, mais lent, délibéré, chargé du poids de tout ce que nous n'avions pas dit, et quand il prit fin, nous restâmes immobiles, respirant la réalité de ce qui venait de se passer, sachant que plus rien ne serait jamais pareil. À partir de ce soir-là, la maison devint un autre lieu. Non plus seulement des murs et des pièces, mais un monde où chaque regard, chaque geste avait un sens, où le plan de travail de la cuisine, l'allée du jardin et le salon silencieux étaient les témoins d'un amour né, dans le silence mais brûlant, d'une intensité tranquille. Nous ne l'avons jamais annoncé, jamais défini avec des mots, car il n'en avait pas besoin. Il était dans la façon dont sa main restait un instant sur mon épaule en me croisant, dans ma façon de veiller tard, rien que pour l'entendre rire autour d'un verre de vin, dans ses secrets échangés dans l'obscurité, sans crainte de jugement, et bien que le monde extérieur n'aurait sans doute jamais compris. Un jeune homme et une femme, 2 fois plus âgés, bâtissant quelque chose de fragile et de défendu. À l'intérieur de ces murs, c'était aussi réel et puissant que tout ce que j'avais connu. Et je compris alors que l'amour n'arrive pas toujours comme on l'attend, qu'il ne suit pas les règles d'âge ou de convenance, mais surgit simplement, sans invitation et sans possibilité de le nier,
et que lorsque cela arrive, le seul choix est de fermer la porte ou de le laisser vous transformer complètement. Et dans la maison de Clara, avec ses yeux couleur d'orage et sa force tranquille, je choisis la transformation. Je choisis le risque d'être incompris. Je la choisis elle, et en la choisissant, je trouvais non seulement un amour défiant l'ordinaire, mais une vérité qui me marquerait à jamais. Que parfois les plus grandes histoires sont celles que l'on ose vivre, même si le monde les appelle impossibles.